Fait que le prochain, tu m'avais dit S7 ou c'était... Ah, P3. Ok, P3 ici. Ok. Fait que là, je vois les critères. Ok. Je sais pas si Joël il a parlé des critères, mais dans le fond, selon la... Pas beaucoup, ok. Parce que dans le fond, avec la norme IFRS, on a, mettons, on a tous nos IMO, nos actifs de long terme. Puis là, quand dans le fond, quand c'est un IMO, c'est avec IAS 16 que... Attends, je vais faire juste une explication rapide, ok? IAS 16, ça va être utile pour tes autres aussi. C'est tes IMO corporels. Puis ça, dans le fond, c'est une norme qui indique comment on comptabilise les IMO corporels qui sont exploités. Fait que le mot-clé ici, c'est exploiter. Mais, mettons, au début, tu les avais achetés, 1er janvier 2001, pour les exploiter, fait que tu les comptabilises comme des IMO corporels. Mais à partir du moment que, disons, tu arrêtes de les utiliser, puis que la direction de l'entreprise elle décide qu'elle veut les vendre, là, ces actifs-là, ces IMO corporels-là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, OK, est-ce que c'est des actifs de long terme destinés à la vente, comme IFRS 5? Parce que IFRS 5, ça parle de quoi? Ça parle des actifs non courants, ANC, destinés à la vente. Puis ça, c'est quoi les ANC destinés à la vente? C'est les IMO corporels qu'on avait, puis que finalement, maintenant, on ne veut plus les exploiter, on voudrait les vendre. Fait que c'est avec une autre norme qu'on va les comptabiliser. Puis si c'est effectivement, ça devient des actifs non courants destinés à la vente, il faut vérifier, pour que ça soit le cas, que les critères, tous les critères ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'en avais 6 que je me rappelais, mais fait que là, il y a 7 critères. Il faut que tous les critères soient atteints. Puis à partir de la date, qui sont tous atteints en même temps, on va reclasser, on va arrêter de comptabiliser les mots qu'on a, par exemple, un immeuble qui était exploité. Mettons, on veut le vendre. Bien là, faut le reclasser selon cette norme-là. Puis la IFRS 5, qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'elle dit que quand on fait ce changement-là, que maintenant on voudra les vendre puis les critères sont atteints, bien il faut amener la valeur comptable à la valeur nette de réalisation, c'est-à-dire le prix de vente moins que le coût que ça coûterait pour vendre. Fait que jusque-là, ça me suit? Ok, parfait. Puis c'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec cette norme-là? On amène la valeur comptable qu'il y avait, nos IMO qu'on exploitait, à la VNR, que c'est le prix de vente moins coût de vente. Ouais. Fait que ça, c'est la première chose, comme le plus importante de ce thème-là, ce sera souvent ça le travail à faire. Premièrement, est-ce que les critères sont atteints? Qu'on va les voir après. Puis s'ils sont atteints, ben on fait ce travail-là comptable, on fait une écriture pour amener la valeur comptable à la VNR, moins coût de vente. Puis aussi, deuxième chose que la IFRS 5, ça parle, c'est les activités abandonnées. Fait que là, activité abandonnée, mettons une composante de l'entreprise, une division qu'on abandonne selon les critères, qui c'est pas ceux-là, mais d'autres critères. Ben à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est qu'est-ce qu'on a fait dans le E6, dans le fond. On calcule c'est quoi la perte ou le bénéfice des activités abandonnées net d'impôt, puis on le présente en une ligne distincte à l'état de résultat. Fait que c'est IFRS 5, ça traite des deux en même temps. Fait que ici, le travail à faire, ça dit analyser les critères pour déterminer si Épicerie Masterville, une composante dans le fond de l'entreprise, doit classer ses camions comme des actifs non courants détenus en vue de la vente, et s'il y a lieu, à partir de quel moment. Ici, Épicerie Masterville, en fait. Ok, fait ici, l'enjeu, c'est pas les activités abandonnées, c'est est-ce que nos actifs immo-corporels, nos actifs de long terme, actifs non courants, on doit les classer destinés en vue de la vente. Si les critères sont atteints. Fait que c'est ça que ça dit. À partir de quel moment? Fait que dans le fond, à partir de quel moment? C'est qu'il faudra regarder chacun des critères. C'est quoi la date la plus tôt que ce critère-là est atteint? Puis là, on en regarde, mettons, OK, ici, mettons, c'est 15 juin, ici, mettons, ce serait 1er septembre, blablabla. Puis là, OK, c'est quoi la date? La date la plus récente à laquelle tous les critères étaient atteints. C'est la date la plus loin parmi celles qu'on a notées, mettons, 1er septembre. Ah, OK, ben, au 1er septembre, on ferait l'écriture pour reclasser, puis on amènerait valeur comptable à VNR. Fait que
Fait que c'est le premier travail à faire. Deuxièmement, ça dit présenter les écritures du journal pour la comptabilisation des vieux camions entre 1er janvier 2005 puis 1er juillet 2005. OK. J'avais des notes de cours que j'avais résumées dans le fond, les critères. Je sais pas si ça vaudrait la peine de partager, mais sinon on peut regarder l'exercice avec le corrigé. Fait que dans le fond, on peut regarder premièrement que le corrigé à quoi ça ressemble. Moi j'avais fait un résumé, mais fait que dans le fond, il faut que l'actif soit disponible à la vente immédiatement dans son état actuel. Fait qu'il faudrait pas que, mettons, ton immeuble, ou mettons, une usine, whatever, que tu revendes, qu'il y ait encore, mettons, des employés qui travaillent dedans avec plein de stocks un peu partout, puis tout ça. Il faut vraiment que ça soit prêt à être vendu maintenant, qu'on ne l'utilise plus en ce moment. C'est prêt à être vendu. On le détient juste pour le vendre. Exactement. Ouais. Fait que 2, là, il faut que la direction, il y ait plan de vente. Fait que plan de vente. Puis là, il faut que ça soit commercialisé. Tu sais, il ne faut pas que, mettons, la direction elle a un plan de vente, mais qu'elle a fait aucun effort pour, mettons, faire une affiche pour pouvoir essayer de trouver des clients, tout ça. Tu sais, si il faut un plan de vente, mais il ne concrétise pas, mettons, les actions pour pouvoir le vendre, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est quand même logique, dans le fond. Il faut que ce soit prêt à être vendu maintenant, qu'il y ait un plan de vente, que ça soit commercialisé, qu'ils font des efforts pour essayer de le vendre. Il faut que ce soit à un prix raisonnable. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas que, mettons, une entreprise, il fait exprès, mettons, ils ont un IMO, puis là, il voudrait le reclasser, mettons, whatever, pour certaines raisons. Puis là, mettons, il le mettrait comme à vendre, mais à un prix qui est super élevé parce qu'ils savent que personne ne va l'acheter volontairement. Mais là, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit un prix raisonnable, que quelqu'un il serait prêt à acheter le truc. Il ne faut pas que ce soit de la manipulation comptable non plus. Fait qu'ils font... Ouais, tu sais, faut que ça soit raisonnable. Mais souvent, ça va être proche de la juste valeur sur le marché. Mettons un immeuble comparable avec une durée de vie, toutes les mêmes fonctionnalités, mêmes caractéristiques, ce serait quel prix environ d'un quartier similaire? Mais ça serait ça, un prix raisonnable environ. C'est selon, c'est ça. Mais c'est dans le fond, les critères, c'est vraiment de la logique. Il faut que ça soit prêt à vendre, qu'il y ait un plan de vente, qu'ils fassent des efforts pour le vendre, que ça soit commercialisé à un prix qui est raisonnable. 5. Puis qu'on pense qu'on pourra le vendre, on peut le vendre. Dans le fond, là, ici, c'est écrit sera conclu, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est qu'on pense que ça pourrait être vendu d'ici 12 mois. Puis, c'est ça. C'est dans le fond... Ah, c'est ça, 6. J'avais mal compté. C'est ça, moi, c'est mes 6 critères. Peu probable, changement, plan de vente. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça qu'il faut apprendre pour savoir est-ce que on peut reclasser l'IMO corporel comme un actif non courant destiné à la vente. Puis oui, si oui, à passer à quelle date. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce que je ferais? Je marque les critères ici. Puis, donc je marquerai date. Fait que là, on regarde chacun des critères. C'est quoi la date la plus tôt que le critère qui a été atteint, disons. Fait qu'on va voir l'énoncé. Puis, on va le faire ensemble. On va y aller plus interactif. Ça peut être mélangeant, ce truc-là. Des fois, l'interprétation, même pendant les cours suivants, quand ce genre d'exercice-là revient, des fois, en tout cas, c'est de l'interprétation, c'est subjectif un peu des fois, mais on va y aller selon les critères le plus systématique possible. Fait que la société effectue depuis plusieurs années la livraison de denrées d'épicerie à ses clients. Elle possède 4 camions. Fait que là, ici, ça va être les camions qu'il faudra regarder, les IMO. Fait que là, elle possède 4 camions qui ont été achetés le 1er janvier 2001 pour une somme de 40 000. Avait alors une durée de vie utile. Fait que là, ici, il nous donne les informations pour, mettons, l'amortissement, si je ne me trompe pas, pour le point B, pour les écritures après. Fait que c'est pas les critères pour l'instant. Fait que là, la société amortit les camions linéairement, c'est ça. Les 31 décembre, c'est la clôture. Fait que là, ici, 15 juin 2005, le DG, direction, prend décision ferme de remplacer
tous les camions de sa flotte pour en avoir des neufs. Et il affiche ces 4 vieux camions d'un site internet de piste annonce à un prix total de 60 000. Ah, ici. OK, des réparations à faire avant la vente. C'est ça que tu me disais tantôt. OK. OK, oui, c'est un bon point. Très bon point. Fait que là, ça ici, réparation à faire. Fait que là, ici, prêt à être vendu maintenant. Mais si je ne me trompe pas, ça vient faire en sorte que tant que les réparations ne sont pas faites, ne sont pas prêts pour être vendus. Fait que ça va être vraiment, une fois que c'est fait, que la date va être prise pour le critère 1. Fait que là, on continue à lire. Fait que 30 juin, on va aller porter les réparations nécessaires avant la vente. Le garagiste estime que l'associé pourrait obtenir un montant de 14 500 par camion et que la demande de ce type de véhicule est forte, aucun coût de vente n'est prévu. OK, ça c'est pour le calcul de la VNR ici. OK. Fait qu'est-ce que tu ferais, mettons? Dans le fond, là, à partir de 15 juin 2005, c'est là que l'information est pertinente pour le travail à faire ici, le classement. Ouais, exactement. Fait que là, on marquerait 15 juin. OK, ça marche. 15 juin. Ouais. Ça, c'est quelle date? Ouais. Exactement. Ouais. C'est un très bon point. Très bon point. Ça j'y pensais pas, mais c'est vrai que on va voir la solution après, mais je pense que tu as raison. C'est vrai que s'il y a encore besoin de ces camions pendant cette période-là, ben, mettons le 30 juin, oui, ils sont réparés pour la vente, mais si on continue à les utiliser jusqu'au 1er juillet, mais tant qu'on les utilise, on ne peut pas les classer comme détenus en vue de la vente. Fait que ça serait vraiment au 1er juillet que là, OK, on va arrêter de les exploiter. Fait que là, c'est à partir de ce moment-là que tu as raison, qu'on va... que ça devient prêt pour la vente. Parce que là, si on les exploite, on ne peut pas les classer comme actifs non courants détenus en vue de la vente, ça c'est sûr. Fait que 1er juillet, je suis d'accord avec toi. Fait que c'est pas 30 juin. Oui, ils sont réparés, mais si on continue à les exploiter jusqu'au 1er juillet, on va retenir 1er juillet, la date la plus loin. Fait que t'as un bon point, ouais. Certainement, ouais. Fait qu'encore une fois, c'était encore 15 dans l'énoncé du 15 juin. Fait que c'est marqué ici, point 4. Ouais. Dans le fond, c'est ça, ils disent va être vendu d'ici 12 mois, mais comment il faut vraiment l'interpréter? Moi, je l'ai réécrit comme ça, c'est comme ça que mon prof me l'a montré par la suite dans les autres cours. C'est vraiment juste, c'est ça, on évoque la logique. Est-ce que ça se pourrait, ça serait probable qu'il soit vendu d'ici 12 mois? Ben oui, la demande est forte. Fait que c'est critère atteint ici. Il n'y a pas de date, fait qu'ici, il n'y a comme pas vraiment de problème. Fait qu'on peut prendre encore le 15 juin. Ouais, c'est ça. C'est pas une date qui est. C'est pas la demande devient forte à passer, mettons, du 1er juillet ou whatever. Fait qu'ici, on va reprendre le 15 juin, il n'y a pas de problème. Le 1er juillet, c'est la date la plus loin à date, fait que ce serait ça qu'on retiendrait d'ici là. Puis on n'a pas d'information qui dit que la direction est incertaine. Puis ils ont commandé 4 nouveaux camions. Fait que c'est clair dans leur tête qu'ils vont vendre ceux-là. Fait qu'il y a peu de chances qu'ils changent le plan parce que là, sinon, ils seraient pognés avec 8 camions, mettons.
ça serait trop. Fait que là, c'est. Encore une fois, il n'y a pas de date en tant que telle. On peut prendre le 15 juin. Dans le fond, il ne faudrait pas dépasser la date du 1er juillet si on n'a pas d'indication que c'est après le 1er juillet que le critère serait atteint, mettons. Fait que là, techniquement, ça donnerait ça. Fait que, dans le fond, ouais, ça fait du sens. Fait que moi, c'est critère 1 que là, je veux vérifier, mais je pense vraiment que tu as raison. Fait que... Ah, tu vois, tu as raison. À partir du 1er juillet. Fait que tu as raison. Fait qu'ici, 1er juillet. Puis là, pour les autres, ben, ils n'ont pas marqué la date, mais moi, je l'ai marqué quand même. Le but, c'est vraiment de voir c'est quoi la date la plus loin. Fait que la date la plus loin, c'est la date, c'est 1er juillet. Fait que 15 juin, ça, c'est avant. Fait que tout ça, c'est beau. On retient 1er juillet pour l'instant. Puis là, ici... Ouais, exactement. Fait qu'on a tout fait le travail qu'il fallait faire. Puis eux, ils n'ont pas écrit la date pour chacun. Mais moi, je trouve que c'est une bonne habitude. Puis après, tu prends la date la plus loin parmi les dates. Ouais. Joël, il serait plus du genre à vous demander de faire l'écriture. Ouais, Joël c'est pas un prof que, je veux dire, moi, quand je l'ai fait le cours, puis les cours d'après, j'ai donné du Torah, puis c'était pas, il va pas, il questionne pas vraiment les critères théoriques, ça c'est selon la norme, la IFRS 5. La IFRS 5 a dit, ouais, mais ça c'est bon à savoir pour tes autres cours de comptabilité, ça va revenir au DES aussi. C'est quoi les 6 critères qui disent que ton IMO corporel, tu peux le reclasser comme un actif non courant? Fait que là, quand les 6 critères sont atteints, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend la valeur comptable de nos IMO, puis on l'amène à VNR. Dans le fond, c'est ça le travail qu'on fait. Puis là, si la valeur comptable est plus élevée que la VNR, on fait une écriture. Si la valeur comptable est plus basse que VNR, on ne fait pas d'écriture, il n'y a pas de problème. On ne peut pas augmenter la valeur comptable, mettons, mais on peut la diminuer. Soit égale ou inférieure. Parce qu'on... Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est quoi que ça va nous rapporter comme avantage économique par la vente? Parce que la valeur comptable, dans le fond, c'est un peu ça que ça voudrait dire. C'est ça un peu le but de la comptabilité. Mettons, valeur comptable, si c'est ça au bilan, on se dit, ah, ben c'est à peu près ça l'avantage économique actualisé qu'on va obtenir. Fait que là, si on classe destiné à la vente, ben là, on se dit, OK, le seul avantage économique qu'on peut recevoir, c'est la vente. Fait que là, c'est quoi j'obtiendrai comme avantage économique? Est-ce que j'obtiendrai bien au minimum ma valeur comptable ou j'obtiendrai moins? Parce que si j'obtiendrai moins, ça veut dire que ma valeur comptable est trop grande, il faut que je la diminue. C'est un peu comme une dépréciation. On veut juste pas que la valeur comptable soit trop élevée. C'est vraiment ça en comptabilité. On a peur que les nombres, les actifs soient trop élevés, mais c'est pas grave s'ils sont un peu trop bas. C'est ça. Si on veut pas que notre valeur comptable soit trop élevée. Mais si notre valeur comptable est égale ou plus basse que la VNR, on va pas comme faire une hausse de la valeur comptable. On va pas comme l'apprécier, mais on peut la déprécier. On peut faire des dépréciations puis reprise de valeur, mais on ne peut pas faire un excédent de hausse de valeur. T'sais, on peut juste la déprécier puis la ramener, mais on ne pourra pas l'amener plus haut que la valeur comptable. Fait qu'on regarde si la valeur comptable est trop élevée par rapport à la VNR, puis là ici, on va avoir des informations pour les calculer ici, dans l'énoncé. Fait qu'on va faire le point B si tu veux. Ok, ça marche. Fait que là, point B, là, je sais pas si je l'ai pris en note. Ok, j'ai pas pris la solution, mais whatever. Fait que là, dans le fond, on a 1er janvier 2001. C'est là qu'on l'avait comptabilisé comme un IMO corporel. Fait que c'est un IMO corporel au début. Fait que c'était camion, comme ton caisse. Puis c'était 40 000 chacun. Ouais, ça va être 1er janvier 2005. Ok, ils veulent qu'on fasse les écritures du 1er janvier 2005. Ok. Fait que là, ici, c'était initialement l'écriture. Fait que 1er janvier 2005. Entre le 1er janvier 2005 et le 1er juillet 2005. C'est sûr que le 1er janvier 2005, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'écriture. Parce que dans le fond, ici, on a des émaux corporels qui sont au coût. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à chaque 31 décembre, on comptabilise l'amortissement.
Mais les 1er janvier, il n'y a pas une écriture qu'on passe spécifiquement. Fait qu'ils disent ça, ils nous donnent un peu la période vaguement dans laquelle on doit comptabiliser l'écriture, mais la seule date qui est importante ici, c'est la date à laquelle tous les critères sont atteints. Ça veut dire qu'on reclasse, puis quand on reclasse, ça va rien à dire, on fait une écriture. Fait que le jour que tous les 6 critères sont atteints, c'est le 1er juillet, fait que le jour qu'ils sont atteints, on fait l'écriture. Mais il n'y a pas d'écriture entre le 1er janvier et le 1er juillet, c'est juste le 1er juillet. Ils ont fait ça très vague, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, tu sais, avec nos IMO corporels, c'est vraiment juste à la fin des exercices qu'on fait d'écriture, les 31 décembre. Mais en fait, attends, va porter chez... Ah, ben, en tout cas, c'est parce qu'ils ne nous disent pas le coût des réparations. Mais techniquement, ici, un 30 juin, on a des réparations. Attends, le 1er janvier, t'as dit? Ah, oui, c'est ça. Parce qu'ils ont fait un amortissement, parce que c'est ça qui... Ouais. Parce que là, on vend, vu qu'on vend au milieu d'un exercice, on comptabilise les courus. Fait que là, ici, pour un couru, c'est quoi les courus pour un IMO? Ben, c'est la charge d'amortissement. À chaque 31 décembre, il faut comptabiliser la charge d'amortissement. Fait que c'est un peu comme nos placements en obligation quand on les vend au milieu de l'exercice. On a des courus d'intérêt qu'on comptabilise avant la vente. Mais ici, c'est la charge d'amortissement. Vu qu'on ne vend pas au 1er janvier ou au 31 décembre, on a les courus à comptabiliser en premier. Fait que 1er juillet. Fait que là, on vend au milieu d'exercice nos camions. Fait que là, premièrement, c'est quoi la charge d'amortissement qui est courue sur nos camions? Fait que je vais le faire avec toi. On a de l'amortissement linéaire. Fait que là, on les avait achetés quand? On les avait achetés le 1er janvier 2001. Right? Fait que là, il faut se demander c'est quoi leur durée de vie. Mais elle est marquée ici. Fait que là, notre durée de vie utile de 10 ans. Fait que on avait N 10 ans initialement comme durée de vie. On les avait achetés à 40 000 chaque. Fait que dans le fond, le coût initial, c'est 4 fois 40 000, fait que 160 000. On a N 10. Exactement, t'as compris. Fait que là, ici, dans l'énoncé, on n'avait pas de valeur résiduelle, parce que dans le fond, mettons, pour l'amortissement linéaire, ce serait valeur comptable moins valeur résiduelle, en parenthèse, divisé par durée de vie. Fait que t'as raison, 160 000 divisé par 10, fait qu'on a 16 000, fait que ce serait 8 000. Exactement, ok, parfait. Fait que tu comprends bien pour ça. C'est parfait. Fait que 8 000. Ensuite, encore au 1er juillet, il faut mener la valeur comptable à la VNR. Fait que là, il faut savoir c'est quoi la valeur comptable aujourd'hui. Puis là, ici, on n'a pas fait les écritures depuis la comptabilisation, fait qu'on ne peut pas faire le suivi visuellement comme ça, mais on peut faire le calcul selon la logique. Fait que là, initialement, au 1er janvier 2001, on avait une valeur comptable, c'est-à-dire un coût de 160 000. On sait que à chaque 31 décembre, on comptabilise l'amortissement de 16 000. Ça veut dire qu'à chaque 31 décembre, la valeur comptable diminue de 16 000. Fait que là, combien de 31 décembre qu'il y a eu depuis le 1er janvier 2001? Bien, il y a eu celui de 2001, il y a eu celui de 2002, de 2003, de 2004, pas celui de 2005. On s'est rendu jusqu'au 1er juillet. Fait que là, on a 4 fois 16 000 qui a fait diminuer la valeur comptable, plus l'écriture du 1er juillet, 8 000. Fait qu'ici, on a un 0,5 de 8 000. Fait que moins 16 000. Attendez. Moins 16 000. Puis en 2005, on a juste moins 8 000 parce que c'était juste 6 mois. Fait que moins 8 000. Fait que 160 000. Plus, ben en fait, moins les amortissements qu'il y a eu. Ça veut dire qu'en ce moment, le jour 1er juillet 2005, après la première écriture d'amortissement pour les courus, on a une valeur comptable de 88 000. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire?
c'est qu'on veut savoir c'est quoi la VNR. C'est le prix de vente. Ouais. Prix de vente moins coût de vente. Fait que là, ici, dernière phrase de l'énoncé, ça dit aucun coût de vente n'est prévu. Fait que là, prix de vente moins coût de vente. Fait que là, il n'y aura pas de coût de vente. On veut juste savoir c'est quoi le prix de vente qui serait anticipé. 14 500, exactement. Fait que VNR, tu me donnes. Je vais te laisser faire le calcul. Juste te pratiquer. OK. Parfait. Fait que là, c'est quoi le constat que tu fais ici? Exactement. Exactement. Ouais. Fait que on fait une perte de combien? Exactement. Fait que c'est 30 000. Fait que ça, c'est notre dépréciation à faire la deuxième écriture le jour que on reclasse ça comme dessiné en vue de la vente. Fait que pour l'écriture, est-ce que tu l'as appris? Ouais. Exactement. Exactement. Ouais, l'écriture, c'est bon. Sauf que qu'est-ce qu'il faut, dans le fond, pas mélanger, juste pour faire attention, dans le fond, si tu fais l'écriture, c'est que dans le fond, quand on fait l'écriture, dans le fond, ça revient à dire que tu fais l'écriture de la vente fictive, right? Tu ferais, mettons, débit caisse, mettons, c'est ça. Fait que là, dans le fond, l'écriture fictive, ce serait une bonne façon de savoir la perte de 30 000. Tu ferais, qu'est-ce que j'obtiendrais, mettons, 4 fois le montant? Fait que ça serait 58 000. Puis là, tu supprimes une valeur comptable nette, mais ça reviendrait à dire à mort cumulée. Le montant que je mettrai au débit, c'est le total des amortissements qu'il y a eu durant le temps que je l'ai détenu. Fait qu'on mettrait le total ici. On ferait crédit. Là, on mettrait, mettons, c'est des camions. Fait crédit, le coût du camion initial, c'était le 160 000. Puis là, l'amortissement accumulé ici, ça, tu as compris aussi qu'on le supprime quand on le sort. Fait que débit ici. Puis là, on mettrait l'argent encaissé. Puis là, on verrait que, effectivement, ça vient faire un écart qu'il faut mettre ici de 30 000. Ça, c'est un très bon réflexe. La seule chose qu'il ne faut pas, mettons, oublier, c'est que l'écriture fictive, elle te permet de savoir c'est quoi, mettons, la dépréciation, sauf que la perte de valeur est comptabilisée avant la vente. C'est vraiment le jour que les critères sont atteints. Ouais. Exactement. Ouais, c'est juste pour ça que... Ouais, fait que tu ferais quoi comme écriture? 'Exactement. C'est la valeur qu'il faut avoir, ouais. Exactement. Ouais. 72 000. Ok, parfait. Ensuite. Exactement, ouais. Right, c'est exactement ça. Fait que oui, t'as raison. Vu comme ça, ouais. En faisant l'écriture de reclassement, ouais, ça revient au même. Mais t'as raison. Oui, c'est exactement ça. Fait que le 30 000 qu'on recherche, en faisant l'écriture, ça va te le donner aussi. Ouais, exactement. Parce que dans le fond, ici, notre 72 000 puis 160 000, ben au net, c'est notre valeur comptable ici, 88 000. Fait que dans le fond, VNR, ben, on sait que c'est la multiplication du prix de vente moins combien qu'on en vend 4. Fait que, effectivement, en faisant l'écriture, ça donne le même montant. C'est. Ouais.
Ouais, exactement. Quand le reclassement a lieu, parce que dans le fond, on se rappelle que, tu sais, quand on reçoit un actif, on donne quelque chose, puis on veut comptabiliser la majorité du temps les actifs qu'on reçoit à leur juste valeur, normalement. Fait que ça, c'est logique que dans le fond ici, c'est quoi la... On s'attend à recevoir 58 000. Fait que c'est ça la valeur de départ qu'on donne. C'est comme quand on a comptabilisé initialement notre camion à 140 000, c'est ça qu'on a donné. Fait qu'on c'est comme la valeur initiale. Mais ici, la valeur initiale, c'est le prix de vente. Parce que dans le fond, vu que l'utilité, ce sera de le vendre, ben on va y donner la valeur qu'on pense le vendre. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça devient la VNR. Ouais, vu que le but, c'est vraiment de le vendre, on le reclasse à la VNR. Puis, puis si, mettons, ouais. Si, disons que la VNR, elle avait été plus élevée, disons 100 000, à ce moment-là, on n'aurait pas fait une hausse de valeur. On aurait donné 88 000. On aurait fait actif non courant destiné à la vente, comme ça, 88 000. Puis là, on aurait fait ça comme ça. Puis là, il n'y aurait eu aucun écart dans l'écriture. Parce que dans le fond, on veut pas que la valeur comptable, on veut pas que comptabiliser l'actif destiné en vue de la vente à un montant qui est trop élevé. Mais si la VNR est plus grande que la valeur comptable, il n'y a pas de problème. En comptabilité, c'est vraiment ça. Le plus grand risque pour protéger les investisseurs, c'est que l'entreprise émettrait des actifs trop élevés, mettons. Mais si l'actif, il y a un montant plus bas, la valeur comptable plus basse que qu'est-ce que ça peut obtenir, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas faire, mettons, crédit ici, mettons, gain de valeur. Puis là, mettons, mettre l'actif non courant, mettons, à 100 000, puis mettre, mettons, 12 000 ici. On n'a pas le droit de faire ça. On lui donne au maximum l'actif non courant à la valeur comptable. Puis si la VNR est plus basse, ben, on lui donnera la VNR qui est plus basse dans ce cas-là. Au maximum, la valeur comptable, ça, c'est le maximum qu'on peut donner en hauteur. Mais si la VNR est plus basse, on lui donne le plus bas des deux, la VNR. Non, exactement, tu as compris. Fait que mettons que le jour qu'on le vend, on le vend effectivement, disons, à 100 000. Mettons la VNR, c'est 100 000. Puis on le vend effectivement à 100 000. Mais le jour qu'on va vendre, on va faire... Exactement, tu as compris. C'est juste ça. On ferait un profit de 12 000. On ferait caisse 100 000. Crédit l'actif 88 000. Fait que 12 000 profit. Exactement. Fait que c'est ça, IFRS 5 du côté des actifs destinés en vue de la vente, c'est vraiment ça le travail à faire. C'est vraiment les critères. Puis après, c'est à quel moment qu'on vend. Quand on va au milieu de l'exercice, ça découru comme les placements d'obligations, ses intérêts. Mais ici, c'est l'amortissement vu que c'est un émo. Puis là, après ça, ben, t'as juste amener la valeur comptable à la VNR si la VNR est plus basse. Sinon, c'est juste transférer les montants. Comme ça. Exactement. On veut jamais que la valeur comptable soit trop élevée par rapport aux avantages économiques qu'on va recevoir. Ici, c'est de la vente. Mais si la valeur comptable est plus basse, pas de problème. On va pas augmenter la valeur comptable. Si la VNR est plus élevée, là, on va donner au maximum la valeur comptable en hauteur. Mais si la VNR est plus basse, comme tu as dit, c'est exactement ça. La seule fois qu'on donne à l'actif non courant un montant différent de la valeur comptable, c'est quand la VNR est plus basse que la valeur comptable. C'est juste ça qu'il faut retenir dans le fond. Ouais. Fait que pour ce travail-là, cet exercice-là, tu as bien compris le principe? Ouais. Ok, super. Fait que moi, c'est comme ça que je résume les critères. Je trouve que en tout cas, c'est une façon simple de les retenir. Ouais. Fait que tu vas voir au DES aussi, ça va retenir. Ça va revenir. C'est quand même important. Fait que ça, c'était pour actif non courant destiné en vue de la vente. Parfait. P6, ok. Ok, fait que là ici, ça va être activité abandonnée. Fait que activité abandonnée, c'est un peu comme actif non courant destiné en vue de la vente, dans le sens que il faut premièrement vérifier si les critères sont atteints. Puis si les critères sont atteints, la différence, c'est que pour activité abandonnée, si les critères sont atteints, c'est pas une question de reclassement nécessairement, c'est une question de savoir c'est quoi
le bénéfice ou les pertes des activités abandonnées net d'impôts. Fait que là, on le voit ici. Bénéfice net des activités abandonnées. Fait qu'on a premièrement le bénéfice net des activités poursuivies. Ça, c'est lui qu'on voit l'état de résultat normalement. Puis si dans un exercice, il y a des activités abandonnées, il y aura comme soit un bénéfice ou une perte nette, mais pour les activités abandonnées, distinctivement. Fait que 9500 ici. Fait qu'on va aller faire l'exercice. Mais c'était juste pour te montrer que dans le fond, c'est ça l'implication comptable. C'est de présenter distinctivement le bénéfice ou la perte après impôt des activités abandonnées, puis de le séparer de celui des activités poursuivies. Ouais. Fait qu'on va aller voir ici le travail à faire. Fait que ça dit, moi, qu'est-ce que j'aime bien faire, que ce soit en examen ou juste en général, d'aller voir les critères, mais pas les critères, mais excuse-moi, le travail à faire avant de lire l'énoncé. Comme ça va nous diriger un peu plus spécifiquement sur les trucs importants. Ouais, moi je fais, en fait, même au DES, comme, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je tourne les pages rapidement, j'essaie de trouver où la question. Comme ça, tu vas mieux filtrer l'information, puis en lisant l'énoncé, tu pourras déjà prendre des notes sur les trucs qui sont importants, au lieu de faire une double lecture. C'est une bonne stratégie. Fait que, tu commences, tu regardes c'est quoi le travail qui est à faire. Ici, déterminer si le bénéfice net de la division de débosselage doit être présenté à titre d'activité abandonnée en 2000. Fait que c'est quoi la question? C'est est-ce que la division débosselage, ça c'est une des composantes de l'entreprise. Fait que cette composante-là, elle a fait des produits puis des charges. Est-ce que ces produits puis ces charges-là, net d'impôt, on va les mettre sur une ligne distincte ici, à l'état du résultat de l'exercice 2000, est-ce que dans le fond, c'est une activité abandonnée? Fait que là, il faut aller voir les critères s'ils sont atteints pour cette composante-là. Fait que les critères vont être à droite ici. Puis là, ça c'est... on va lire le début de l'énoncé maintenant qu'on sait le travail à faire, premièrement ici. Fait que le 30 novembre 2000... Le 30 novembre 2000, la société approuve un plan de vente, OK? Approuve un plan de vente pour division débosselage. Fait que là, on sait que là, on peut commencer déjà à filtrer les critères vu qu'on sait le travail à faire. Fait qu'il y a un plan de vente au 30 novembre. Après cette approbation, la division est immédiatement disponible pour la vente. La société exerce le reste de ses activités dans la distribution des pièces, blablabla. Le résultat net de GTL pour l'exercice 2000 est mentionné ici dans l'état du résultat net partiel. Résultat net 2000, OK. Pour l'instant, c'est ça, avant qu'on vérifie si les activités abandonnées. Sinon, il faudra le séparer, le bénéfice net des activités poursuivies, puis pas des activités abandonnées. Mais pour l'instant, c'est ça. Qu'est-ce qui inclut toutes les activités? Puis le résultat net de la division des bosselages inclus dans l'état du résultat de GTL ici, du 200 000, ça c'est pour tout, pour l'instant. Il est ici. On a un bénéfice net de 24 500 pour l'exercice 2000. Puis là, à la fin de 2000, aussi une habitude que tu vois que je fais souvent, c'est dans les énoncés, une des choses les plus importantes à retenir, c'est souvent les dates, surtout pour ce thème-là. Parce que c'est souvent de savoir c'est quoi la date la plus tardive à laquelle les critères sont atteints. Fait que moi, avec mon crayon à l'encre ou whatever, je mets juste souligner les dates pour que ça soit... Puis à chaque date, souvent, ils rattachent un critère. Fait que c'est bon comme ça de les voir rapidement comme ça dans l'énoncé. En tout cas, juste un truc. Puis à la fin de 2000, des négociations avec un acheteur étaient en cours. La vente de la division a finalement eu lieu le 31 juin 2001. Au 31 décembre 2000, on estimait que la juste valeur du groupe d'actifs de la division de débosselage à 350 000, net des coûts de vente. Fait qu'ici, on a VNR. La juste valeur, ça revient à dire le prix de vente. En comptabilité, c'est souvent ça. Fait que la juste valeur, moins les coûts de vente, ça veut dire c'est la définition de VNR, ben c'est 350 000. Fait que ça nous le dit ici. Calcul déjà fait. Alors que la valeur comptable, c'est 380 000. Fait que pourquoi qu'ils nous donnent ces informations-là? Ben c'est quand même évident. C'est parce qu'ils veulent qu'on comptabilise l'écart de valeur, comme on a fait à l'exercice précédent. Vu que, dans le fond, quand, mettons, une division est classée comme abandonnée, ben ces actifs, ils vont être vendus. Fait que ça revient... C'est pour ça qu'il y a le IFRS 5. C'est... P3. C'est pour ça qu'il y a l'IFRS 5, ça parle des activités
abandonnés puis des actifs non courants destinés en vue de la vente, c'est parce que du moment qu'une division de l'entreprise est abandonnée, bien, tous ces actifs seront destinés en vue de la vente. Fait que quand c'est le cas, il faut amener leur valeur comptable à leur VNR des actifs-là. Fait que là, oui, on aura... on retourne dans l'énoncé. Fait que là, il faudra vérifier si la division, c'est une activité abandonnée selon les critères. Puis si c'est le cas, ben, il faudra amener ces actifs, leur valeur comptable, à la VNR. Puis là, ça nous donne ici la valeur comptable puis la VNR de leur actif. Fait que jusque-là, tu me suis? Exactement, ouais. Fait que là, ici, si on regarde rapidement, on dit que la valeur comptable, c'est mettons 380 000, VNR 350 000. Fait qu'ici, on le voit que la valeur comptable est plus grande. Mais oui, tu as bien fait de le mentionner, tu as raison. C'est seulement si la valeur comptable est plus grande qu'on amènera la valeur comptable à la VNR. Sinon, on laisse ça au montant de la valeur comptable, si la valeur comptable est plus basse. Ouais. Fait que la valeur comptable, dans le fond, c'est un peu le plafond. Fait que là, premièrement, qu'est-ce que la norme IFRS 5, ça dit par rapport aux activités abandonnées? On va descendre ici. Fait que là, dans le fond, il y a comme les critères, ils sont comme en deux étapes pour les activités abandonnées. C'est premièrement, est-ce que c'est une composante? Il faut que ce soit, on se demande si c'est une composante, le truc qu'on évalue. Puis là, moi, dans le fond, ici, ça parle d'une division. La division de débosselage, moi j'ai déjà écrit composante, mais dans le fond, il faut se demander est-ce que c'est une composante. C'est ça que la norme nous demande. Puis tu sais, si dans le fond, Joël, vous en a pas parlé, ça ne sera pas évalué à son examen, mais je te l'explique quand même, c'est important pour le DES. Fait que dans le fond, est-ce que c'est une composante? Puis là, oui, parce que dans le fond, c'est un élément ou une unité structurée de l'entreprise qui génère des activités distinctes, qui est capable de s'organiser, elle fait des revenus, elle engage des coûts. C'est une unité de l'entreprise qu'on peut comme la distinguer de ces autres unités, soit par les activités qui est entrepris par l'unité, par la division, ou par, mettons, son emplacement géographique. Par exemple, on aurait une succursale, mettons, en France, puis une au Québec. Bien, ce serait comme deux unités, vu qu'ils sont distingués. Même s'ils feraient les mêmes activités, vu qu'ils sont loin géographiquement, ce serait deux unités. Fait que c'est vraiment comme, est-ce que c'est des unités distinctes de l'entreprise, une composante? Mais là, ici, oui, les activités, les flux peuvent être clairement distingués de ceux des autres divisions de l'entreprise. Fait que là, on a chacun, mettons, cette division-là a fait un rendement de blablabla, mettons, a fait la fabrication de quelque chose. L'autre division est plus concentrée, mettons, je sais pas moi, sur la prestation de services après-vente ou whatever. Fait qu'ils ont des activités distinctes, qui font des revenus distincts. Tout ça, ben, c'est des composantes de l'entreprise. On peut les distinguer dans l'entreprise. Fait que c'est comme ça qu'on voit une composante. Ici, une division, c'est une composante. Fait que ça, ce critère-là, il est atteint. On a une composante. Fait que c'est ça qu'on évalue. Est-ce que c'est une activité abandonnée, cette composante-là? Fait que les critères. Fait que là, ici, ok, ouais. Faudrait que je te montre mes notes, ça serait plus clair, mais on va le faire avec ça pour l'instant. Fait que là, l'entreprise en est-elle séparée? Non, la division n'est pas encore vendue. Fait que, est-elle classée comme détenue en vue de la vente? Ah, c'est une ligne géographique. Parce que de ce que je me rappelle, c'est il faut que soit ce critère-là ou ce critère-là soit atteint, puis que je pense un des deux critères ici soit atteint. Il faudrait que je ressorte mes notes. Parce que là, la façon qu'ils ont présenté les critères puis l'analyse, c'est pas très bien fait. Pour être sincère. Parce que les activités abandonnées, mais de toute façon, Joël, il ne va pas l'évaluer s'il ne s'en a pas parlé. Mais dans le fond, la façon qu'il faut évaluer ça, c'est est-ce que c'est une composante? Puis là, après ça, si elle s'en est séparée, ben, c'est sûr que c'est une activité abandonnée. Puis si c'est détenu en vue de la vente, bien là, ça aussi, il faut qu'au moins un des deux critères ici soit atteint. Puis il faut que ce soit une ligne d'activité
distinctes au principal de l'entreprise. En tout cas, fait que, eux, ils l'ont présenté comme ça. Mais en résumé, oui, c'est une composante, puis oui, elle est destinée en vue de la vente, on veut s'en séparer, puis tout ça. Fait que c'est une activité qu'on abandonne. On va arrêter d'exploiter cette division-là, on va la vendre. Fait que ça revient à ça un peu l'analyse des critères. Mais selon la norme, c'est plus clair que marqué comme ça. Mais whatever. Fait que dans le fond, c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est une activité abandonnée? Fait que là, la conclusion, ça reviendrait à dire oui. Logiquement, on va vendre la division, on va arrêter l'exploiter. Puis c'est une composante distincte de l'entreprise, ben on va comptabiliser ça comme une activité abandonnée. Fait que pour ça, est-ce que tu me suis? Ok, parfait. Fait que, en tout cas, tantôt, je vais checker pour mes notes. Si je pourrais te les partager, tu vas voir que c'est marqué plus structuré avec des nombres, puis en tout cas, les lignes qu'il faut suivre pour l'analyse. Fait que ça, c'est juste en tout cas, c'est bon pour la compréhension, c'est suffisant. Mais dans le fond, c'est ça qu'il faut faire. Fait que là, oui, on a activité abandonnée. Fait que là, premièrement, il faudra reclasser nos actifs de la division comme des actifs non courants destinés en vue de la vente. Fait que là, qu'est-ce que tu ferais comme travail, comme écriture? On est le... Ouais. Fait que là, en tout cas, l'exercice, il est fait... il est plus axé sur les activités abandonnées que pour les actifs non courants destinés en vue de la vente. Parce que là, ici, on n'a pas toutes les informations, mais... On va regarder, ce serait quoi la date la plus loin, disons. Mais c'est sûr que ça serait dans l'exercice 2000, disons, à la clôture de 2000, qu'on fait l'écriture. Parce que là, en ce moment, dans le fond, c'est comme si on regarde rétroactivement l'exercice 2000, puis là, on fait, OK, est-ce qu'il resterait des écritures à faire au 31 décembre 2000, disons. Fait que là, parce que là, nous, on est après 2000. Parce que dans la vraie vie, c'est ça qui se passe. L'exercice est fini, puis là, après, c'est les comptables qui travaillent sur les états financiers. Fait que même si l'exercice est fini, les états financiers sont pas nécessairement prêts le jour même. Fait que là, ils sont en train de travailler sur les états financiers. Puis là, il faut vérifier s'il y a des trucs restants, des trucs à corriger. Comme on fait les auditeurs, c'est un peu des vérificateurs. Mais là, on se rend compte que ces actifs-là, ils doivent être reclassés à leur VNR, vu que c'est des activités abandonnées. Une division abandonnée, ces actifs seront destinés en vue de la vente selon l'IFRS 5. Fait qu'il faut amener leur valeur comptable à leur VNR si la VNR est plus basse. Fait que c'est ça qu'il faut se dire. Fait que là, sans regarder les dates, on sait qu'il faudra passer cette écriture-là, puis ça va affecter les livres de 2000. Fait qu'on peut passer l'écriture au 31 décembre 2000. Nous, les vérificateurs, on fait ça. On fait comme si nos écritures, on les passait au 31 décembre, à la fin de l'exercice, à la date le plus loin. Nous, le but, c'est vraiment juste de corriger les états financiers. Fait que la date, c'est pas important. On veut juste que les états financiers de cet exercice-là soient corrigés. Fait qu'on prend la date de clôture, puis on va faire l'écriture d'ajustement. Parce que ici, sinon, ça nous dit que le 30 novembre 2000, la société a approuvé un plan de vente pour sa seule division, immédiatement disponible pour la vente. Fait que là, ici, le critère 1 est atteint. Il y a un plan de vente. Ça, c'est la direction a fait un plan de vente. Ça, ce critère-là, il est atteint. Puis là, les autres critères, on avait dit... On va les mettre ici. Parce que je suis pas sûr qu'ils sont tous mentionnés, mais logiquement, dès que c'est une activité abandonnée, les actifs seront destinés en vue de la vente. Fait que, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mettons, mais je comprends. Ok. T'es sûr? Ouais, c'est ça exactement. Puis là, ici, l'enfant, c'est vraiment un exercice sur les activités abandonnées. Mais oui, non, tu as raison, il faudrait comme vérifier sinon. Mais là, ici, ça, dans le fond, novembre. Ici, 30 novembre. En tout cas, on n'a pas nécessairement. Ah, tu vois, à la fin de 2000, c'est ça. Ici, c'est pas trop clair. Tu sais, c'est à la fin de 2000. Mais de toute façon, là, l'exercice, il est fini. Fait que là, on pourrait passer l'écriture au 31 décembre 2000 ou 30 novembre. Au final, ça va avoir le même impact sur l'état du résultat. Nous, c'est sûr, on veut juste que l'état du résultat soit bien affiché, soit au bon montant pour les investisseurs. C'est ça le travail un peu des vérificateurs.
Fait que là, mettons, on pourrait mettre 31 décembre 2000, parce que là, on n'a pas nécessairement toutes les informations, mais c'est vraiment, là, on est au 30 novembre, puis là, ça dit à la fin de l'exercice 2000, fait que c'est vraiment dans le coin de novembre, décembre, fait qu'on pourrait passer au 31 décembre. Ah, ben ici, c'est... C'est ça, on n'a pas toutes les informations, fait qu'on pourrait passer au 31 décembre, juste pour être safe, on passe ça à la clôture, la date la plus tardive, mettons. Parce qu'on n'a pas tous les critères pour pouvoir vérifier. Mais de toute façon, c'est une activité abandonnée. Fait qu'il faudrait faire le reclassement. Fait que 31 décembre 2000. Fait que là, on va faire transformer nos IMO, les reclasser de IMO corporel à IFRS 5, actifs non courants destinés en vue de la vente. Fait que là, si je te dis que la valeur comptable de nos IMO, c'est 380 000 à la clôture, puis la VNR à la clôture, c'est 350 000. Quelle écriture faire pour faire le reclassement? Sachant que la valeur comptable est plus élevée, est trop grande. Exactement. Parfait. Fait que 350 000. Ensuite, on a une valeur comptable de 380 000. Fait que là, ici, on n'a pas l'amortissement accumulé puis le coût. Mais coût moins amortissement accumulé, on dit que c'est 380 000. Fait que quand tu es dans une situation qui est comme ça, en tout cas, c'est une lacune de l'énoncé. Et on fait ça plus simple. Mais dans une situation comme ça, on ferait crédit. C'est quoi, mettons, on ne dit pas c'est quoi les IMO non plus. Fait que ce serait IMO corporel. C'est comme ça qu'on le comptabiliserait, si tu manques d'informations. Fait que l'énoncé ne dit pas c'est quoi les IMO, si c'est des camions, c'est tout ça. Ça ne dit pas c'est quoi l'amortissement accumulé et le coût, mais ça nous dit que au net, ça reviendrait à une valeur comptable de 380 000. Ben on va l'écrire aussi général que l'énoncé nous donne l'information. Fait que IMO corporel, valeur comptable, crédit, la valeur comptable nette de 380 000. Fait que là, on a comptabilisé ça, l'actif destiné à vente. On a supprimé la valeur comptable nette, amortissement accumulé, crédit coût, ça donne au net 380 000. Fait qu'on le met juste en une ligne. Fait que là, ici, on a un écart. Tu ferais quoi? Ouais, exactement. Fait que perte de valeur qui s'en va à l'état de résultat. Qui s'en va dans le fond dans le résultat net des activités abandonnées. Fait que ça, c'est la perte avant impôt. Fait qu'il faudra la mettre après impôt dans les activités abandonnées. Fait qu'on a ça, premièrement, que ça va dans la ligne distincte. Fait que là, on va voir ici, mettons, dans la solution... Non, j'ai supprimé. C'est ça ici. On aura le bénéfice net des activités abandonnées, 9500. Ça, c'est après impôt. Fait que là, on veut savoir c'est quoi, premièrement, pour les activités d'exploitation de la division. C'est quoi le montant avant impôt, puis après impôt? Ben, on a premièrement... Avant impôt, on a 49 000 pour la division débosselage qui est une activité abandonnée. Fait on a ça avant impôt. Il y a 24 500 d'impôt sur le résultat. C'est dans un bénéfice net de 24 500. Fait que ça, le 24 500, c'est qu'est-ce qu'on retiendrait. Puis je pense qu'impôt sur le résultat, dans le fond, je pense que si on fait la division, on peut savoir c'est quoi le taux. Ah, c'est 50%, parce qu'on le voit ici. Bénéfice avant impôt, impôt, la moitié. Ici, on a dans l'énoncé, ça nous dit que le résultat net, mettons, pour toutes les activités, bénéfice avant impôt, ça c'est BAI. Qu'est-ce que je te dis? Souvent. Mais des fois, c'est perte, là, avant impôt. Mais BAI, c'est un concept qui va revenir souvent. BAI, puis tu as BN, bénéfice net. Fait que là, BAI, ça c'est avant impôt. Tu as 400 000, puis tu as 200 000 d'impôt sur le BAI, 400 000. Fait que c'est la moitié. Fait que c'est un taux, un impôt sur le résultat de 50% du bénéfice ou de la perte. Parce que... Ouais, c'est ça. Ben, tu prends le bénéfice avant impôt ici, mettons 400 000. Ah non, tu fais le contraire. Tu fais 200 000 divisé par 400 000. Ouais, exactement, c'est ça. 0,5. Fait que là, c'est 0,50. Fait que 50%, si on le met en pourcentage, mettons. Fait que c'est ça, dans le fond. Fait que là, ça va être le même taux d'impôt pour toutes les divisions. Fait que là, ici, on a, pour la division, on avait 49 000 avant impôt de bénéfice. Puis la moitié, c'est 24 500. Fait que là, le bénéfice net après impôt, ben, c'est 24 500. Fait que ça, c'est la première chose qu'on a besoin de savoir. C'est quoi les activités d'exploitation, le bénéfice ou la perte nette
de cette division-là, c'est 24 500. Puis deuxièmement, c'est quoi? Si au moment du reclassement, on a fait une perte de valeur, ce montant-là, c'est quoi? Net d'impôt. Fait que là, ça serait 30 000 de perte divisé par 2, parce que les impôts, c'est 50%, right? Fait que là, on a une perte de valeur de 30 000. Puis là, dans le fond, au lieu de payer 50% d'impôts, on récupère 50%. On reçoit de l'impôt quand on fait une perte. Fait que là, ici, c'est une perte, le montant. Fait qu'on reçoit 50% de la perte. On récupère 50% en impôts. Fait que la perte nette pour le reclassement, ça revient à dire que c'est 15 000, la perte nette. T'es d'accord? OK. Fait que là, on a une perte nette de 15 000 sur le reclassement. On a un bénéfice net sur les activités abandonnées de 24 500. Fait que au net, les montants nets qu'on a pour la division abandonnée, on a pour les activités d'exploitation plus 24 500 bénéfices nets. Puis on a moins 15 000, ça c'est reclassement, la perte au reclassement net d'impôt. Fait que bénéfice net, fait que ça revient à dire que on a plus. Combien, excuse? 9 500, parfait. Fait que 9 500, c'est le bénéfice net des activités abandonnées de l'exercice qui vient de finir 2000. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans le fond? Fait que là, on vient de faire le travail. On a fait, premièrement, on a reclassé avec IFRS 5 à la VNR nos actifs, nos IMO en des actifs destinés en vue de la vente. Puis on sait c'est quoi le bénéfice net ou la perte nette pour l'activité abandonnée. Fait que là, à l'état de résultat, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on sépare le bénéfice ou la perte nette des activités poursuivies des autres divisions de celle de la division abandonnée de 1500. Fait que là, on avait un bénéfice net de 200 000 pour toutes nos divisions ensemble. Fait que là, ce 200 000-là, c'est comment? Ah non, c'est là, c'est ça. Il sera plus bas parce qu'on a comptabilisé une nouvelle perte. C'est pour ça. On a comptabilisé une nouvelle perte, fait que ça sera plus 200 000, ça c'est sûr. Mais ça revient à dire que on a 176 bénéfices avant impôt, 351 000. Attends, juste aller voir ici. 400 000. Puis là, 351 000. Je sais pas, attends, j'ai pas vu quel montant qui ont changé. Les ventes, ils ont mis 780 000. Ok. Ah, ok, oui, oui. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok. Ça, j'ai pas mentionné. J'aurais dû le mentionner aussi. Mais dans le fond, la norme, qu'est-ce que ça dit? C'est que on doit séparer le bénéfice net ou la perte nette des activités poursuivies de la division abandonnée. Fait que ça, c'est qu'est-ce que j'ai mis ici. Mais également, en faisant ça, ça revient à dire que pour l'état du résultat qui est refait, qui est corrigé, pour tout ce qui est avant le premier bénéfice des activités poursuivies, les ventes, on va mettre les ventes des activités poursuivies seulement. Fait que là, ici, c'est 780 000. C'est parce qu'ils ont pris les ventes totales de 1 million pour toutes les divisions ensemble, puis ils ont enlevé les ventes de 220 000 de la division abandonnée. Fait que là, à l'état de résultat corrigé, vu qu'on a des activités abandonnées, tous les montants ici, ventes, coût des ventes, marge brute, tout ça, ça c'est pour les activités poursuivies. On va mettre les montants des activités poursuivies. Fait que c'était les ventes totales de toutes les divisions, moins les ventes de la division abandonnée. Coût des ventes de toutes les divisions, mais on exclut le coût des ventes des activités abandonnées, etc. Puis là, ça fait en sorte qu'on a le bénéfice net des activités poursuivies ici. Puis on mentionne ensuite le bénéfice net ou la perte nette des activités abandonnées qu'on a calculé par nous-mêmes.
Fait que c'est ça l'affaire. C'est pas juste. J'ai dit tantôt qu'il faut séparer les bénéfices nets ou les pertes nettes, mais il faut aussi toute la partie de l'état du résultat que ça présente uniquement les activités poursuivies. Fait que ça, c'est à corriger aussi. Mais de toute façon, GL, il ne montre pas. Fait que c'est pas nécessairement matière à examen, puis ça devrait pas. Ben moi, quand je fais le cours, il n'y en a pas beaucoup parlé, pour être sincère. Je pense que c'est plus nouveau. Mais moi, je pense que l'écriture ici, c'est quand même assez important. Ben, les critères, je pense pas qu'il y en a parlé en classe non plus. Fait que je pense que ça serait assez straightforward que ça dirait, mettons, ça serait quoi, mettons, l'écriture ou tout ça. Parce que, c'est ça, Joël, il est pas full dans les critères. Puis s'il vous les a pas appris, c'est lui qui fait l'examen, fait qu'il va pas les questionner. Mais moi, je te le montre quand même, parce que c'est important pour la suite de ton parcours. Ouais, mettons, ouais, il pourrait dire, mettons, ce serait quoi, mettons, qu'est-ce qu'on ferait, ou ce serait quoi, mettons, le bénéfice net des activités poursuivies, puis sur abandonné, whatever. Mettons les deux montants ici. Ou ça serait quoi, mettons, ça, je pense pas qu'il ferait ça, mais mettons, juste pour voir si vous comprenez, mettons, ça serait quoi les ventes qui apparaissent à l'état du résultat après, en considérant l'activité abandonnée. Ben, en considérant l'activité abandonnée, il faudrait prendre les ventes totales, 1 million, puis on enlève, mettons, les ventes, l'activité abandonnée, 220 000. Fait que l'état du résultat corrigé, ça serait 780 000 dans les ventes, mettons. Fait que ça aussi, c'est toute la partie ici, ces activités abandonnées. Puis là, ça nous donne le résultat, le bénéfice net des activités abandonnées. Puis on rajoute manuellement nous-mêmes une ligne pour le bénéfice ou les pertes nettes des activités abandonnées. Fait que dans le fond, mais pour de vrai, c'est ça. Moi, c'était pas full. Je ne mettais pas beaucoup d'emphase sur ce thème-là, comparé aux autres. Fait que c'est sûr que je sais pas comment lui qui vous. C'est quoi les exercices qu'il vous donne avec les états de résultats? Est-ce que ça ressemble à ça dans le fond ou. Ouais. Mais si tu es capable de faire tout ce que j'ai fait dans l'exercice ici, d'après moi, tu es, capable de faire n'importe quoi dans le fond pour ce thème-là. Cet exercice-là, il est bon. Il est très bon. C'est sûr qu'on n'a pas tous les critères, mais c'était juste avec la logique. On sait que c'est une activité abandonnée. Mais de toute façon, on a les critères pour les activités abandonnées. C'est marqué un peu méli-mélo. Mais c'est ça les critères dans le fond. Puis c'est vraiment la logique. Est-ce qu'on s'en sépare ou c'est détenu en vue de la vente? Puis c'est une composante, une ligne d'activité qui est distincte, qui est principale. Fait que c'est ça. Puis, puis après ça, le travail à faire, ben, c'est juste de corriger les. Ben, faut faire l'écriture pour nos IMO, les amener à la VNR si la VNR est plus basse. Puis après ça, ben, les activités de qu'est-ce qui est abandonné, on veut le net, le bénéfice, la perte, puis la perte de valeur, s'il y a lieu, ben on veut la perte de valeur nette, puis là, on cumule les deux, puis on a eu 9500 qu'on met distinctivement à l'état de résultat. C'est vraiment ça l'IFRS 5, dans le fond. Exactement. Il ne peut pas avoir de profit, parce que pourquoi? Parce que la valeur comptable, c'est le plafond de valeur qu'on peut donner au compte actif non courant destiné en vue de la vente. Fait que si, mettons, la VNR elle serait plus élevée, on enlèverait le compte perte de valeur de l'écriture, puis ce serait 380 000 au crédit et 380 000 au débit. Exactement. Mais si la valeur comptable est plus élevée, dans ce cas-là, on donnera moins au compte actif non courant destiné en vue de la vente. C'est ça. La valeur comptable, c'est vraiment le maximum, puis on donnera pas plus. C'est comme les dépréciations. Tu sais, mettons, à la fin de l'exercice, mettons avec nos IMO au coût, ben, si on a des indices de dépréciation, il faut faire le test de dépréciation comme tu te rappelles, sûrement. Fait que là, mettons, qu'est-ce qu'on fait? On compare la valeur comptable à la VNR puis à la valeur d'utilité. Puis là, si la valeur comptable est plus basse que le plus élevé des deux, il n'y a pas de problème. On fait rien comme écriture. Mais si la valeur comptable est plus grande, là, on fait une dépréciation. Fait qu'en comptabilité, avec les actifs, les IMO, on veut pas que la valeur comptable soit trop élevée, mais si elle est trop basse, il n'y a pas de problème. Exactement. Mais si elle est trop basse, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pour protéger les investisseurs. Ouais. Fait que c'est vraiment ça, dans le fond.
Ça revient à ça pour fait que P6. Là, voudrais-tu qu'on regarde d'autres exercices pour ce thème-là? Ouais, c'est assez. C'est assez. C'est quoi les autres qui avaient recommandé P7? Ok. On va regarder rapidement juste pour voir s'il y a d'autres trucs. Mais là, on voit rapidement avec le KIG que c'est la même chose. Fait que c'est un exercice sur les activités abandonnées. Fait que là, on a le critère ici. Est-ce que c'est une composante? Est-ce qu'après ça, soit qu'on s'en est séparé ou que c'est détenu en vue de la vente? Fait que là, on voit qu'un des deux critères est atteint. On s'en est pas séparé, mais c'est détenu en vue de la vente. Fait que là, un des deux critères est atteint. Fait que c'est ça qu'on veut. Faut que, si ça avait été non aux deux questions ici, on n'aurait pas eu d'activité abandonnée, mettons. Si c'est pas séparé ou c'est pas détenu pour être vendu, il faut qu'au moins un des deux critères soit oui. Puis après ça, je pense que c'est un des deux critères ici. Pour. Ouais. C'est comme ça que la IFRS 5 a dit qu'il faut analyser. Fait que, mettons, si mettons je te fais juste un dessin rapidement, juste pour que tu saisisses mieux, parce que c'est pas trop clair, mettons, dit comme ça. Si je ne me trompe pas, la IFRS 5, c'est, dans le fond, l'analyse, ça dit est-ce que c'est séparé, on s'en est séparé, ou si on s'en est pas séparé, est-ce que c'est destiné en vue de la vente? Puis là, il faut qu'au moins un des deux critères soit oui. Puis si c'est destiné en vue de la vente, il faut en plus que ça soit une ligne d'activité principale ou distincte. Fait que là, il faut, si c'est ce critère-là, si on s'en est séparé, l'analyse finit là, c'est une activité abandonnée. Mais si on ne s'est pas séparé, il faut que ça soit destiné en vue de la vente. Fait que là, ici, si le critère est atteint, on en regarde OK. Mais est-ce qu'un des deux critères suivants est atteint aussi? Puis là, mettons, celui-là est atteint, celui-là non. Ben, c'est correct. Il fallait qu'un des deux soit atteint. Fait que là, c'est une activité abandonnée. C'est ça, parce qu'eux, ils l'ont mis comme dans un tableau en ligne comme ça. Mais c'est comme ça, dans cet ordre-là, qu'il faudra analyser, mettons. C'est juste pour tes connaissances personnelles. Pour la suite de ton parcours. Mais c'est pas pour l'examen. Ok, fait que c'est ça la plus-value que je fais rajouter avec ça. Mais ça a l'air d'être la même chose. Tu vois, ils vont calculer c'est quoi le résultat net des activités abandonnées net d'impôt. Fait que là, mettons. Ouais. Je pense que ça revient au même, mais au pire des cas, si tu veux, tu l'essaieras, puis tu me diras si jamais tu as des problématiques avec. Ben, en fait, l'examen est demain. C'est parce qu'il y a beaucoup de thèmes à couvrir. Mais pour de vrai, avec Joël, je pense, tu sais, c'est des QCM en plus, fait qu'il va pas aller dans des exercices qui sont aussi longs que ça. Mais de ce que je vois ici, c'est juste qu'il y a plus de produits puis de charges qui doivent être analysés, parce qu'ils ont fait les calculs. Puis, je pense que c'est ça qu'ils ont fait, puis après ça, ils l'ont amené net d'impôt, puis là, ils l'ont présenté distinctivement. Mais c'est le même truc, c'est le même travail. On a l'impôt de 40%, fait que c'est comme ça qu'on déduirait. Après ça, on pourrait savoir c'est quoi le net. Fait qu'ils ont fait pas mal la même chose. Right, ouais. Ouais. Puis moi, je te dirais, ouais. Première chose que je ferais, ce serait d'aller voir c'est quoi le travail à faire. Puis là, avec le travail à faire, si ça te demande, est-ce que ça te demande si c'est, mettons, des activités abandonnées ou c'est des actifs non courants destinés en vue de la vente? Ça va t'enligner un peu différemment. Mais si c'est un actif non courant destiné en vue de la vente, on fait l'écriture. Si c'est une activité abandonnée, il faut faire l'écriture, puis en plus, il faut séparer distinctivement avec notre résultat. Fait que l'activité abandonnée, c'est deux choses. C'est le travail de l'actif non courant destiné en vue de la vente, il faut faire l'écriture. Puis si en plus, c'est dans l'énoncé, on parle d'activité abandonnée, il faudra séparer le bénéfice net entre les activités poursuivies puis pas poursuivies. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire en général, mais dans l'examen de Joël, je pense que ça va être moins difficile que ça. Ça serait le pire scénario, mettons. Mais oui, tu as raison. Fait que, première chose que tu fais, tu regardes l'énoncé. Puis là, mettons, on parle d'activités abandonnées ou des actifs non courants destinés en vue de la vente. Mais oui, tu as raison. La première chose à faire, la première écriture, ce serait de transférer crédité IMO corporel, débité amortissement accumulé, débité actifs non courants destinés en vue de la vente. Puis là, si la valeur comptable est trop élevée, on met en plus au débit perte sur aliénation ou perte de valeur, tout ça. Ce montant-là, il va être inclus au résultat net des activités abandonnées, mais on le mettra net d'impôt, ce montant-là. Puis après ça, on ira aussi chercher le bénéfice sur la perte nette d'exploitation de la division abandonnée si c'est une question sur les activités abandonnées. Puis on pourrait savoir c'est quoi le résultat net des activités abandonnées. Fait que c'est une écriture à faire dans le fond.
right? On va comptabiliser le reclassement. Puis si c'est ça, c'est mettons, c'est un exercice sur les actifs non courants destinés en vue de la vente, on fait l'écriture, puis ça finit là. Si c'est une question sur les activités abandonnées, on fait l'écriture, puis en plus, il faut aller calculer ça serait quoi le résultat net des activités abandonnées versus celui des activités poursuivies. Fait qu'il y aurait juste ce travail-là à faire en plus, après. Est-ce que tu me suis? Mais Joël, s'il n'y en a pas parlé autant, s'il n'a pas trop mis l'emphase là-dessus, son examen, ça sera sur qu'est-ce qu'il a mis plus d'emphase. Ça, c'est sûr. Ouais, plus d'écriture. Joël, je pense pas qu'il vous demanderait de préparer des résultats corrigés. Non, je pense vraiment pas. Surtout les critères. Tu sais, les critères, moi, je te l'ai dit parce que c'est important pour, mettons, d'autres cours de comptabilité financière puis le DES. Mais dans son examen à lui, c'est pas les critères qu'il va. Je pense vraiment, vraiment, vraiment pas que c'est quelque chose qu'il va évaluer. Il évalue vraiment la pratique, fait que c'est avec les écritures. Ouais. En tout cas. Fait que c'est pas mal ça. Puis. Ok. Si tu veux, on peut commencer un autre thème. Je sais pas comment. Ok. Ou tu veux qu'on check encore un peu? Non, c'est ça. Dans le fond, ce thème-là qu'on a vu, c'est vraiment IFRS 5. Fait qu'IFRS 5, dans le fond, c'est les activités abandonnées, puis les actifs non courants destinés en vue de la vente. C'est vraiment. Les exercices qu'on a vus, ça l'a pratiqué les deux. C'est vraiment ça. Dans le fond, l'écriture de reclassement, puis l'état des résultats qui est corrigé, qui sépare le bénéfice net des activités abandonnées. C'est vraiment ça, IFRS 5. Ouais, ça, je pense que c'est peut-être encore plus important pour l'examen. Je sais pas si les exercices qu'il a donnés, c'était des écritures ou plus théoriques. Là, je checkais rapidement, puis il y a beaucoup de théorie dans les exercices. Ah, ok, parfait. 5. Ok, on va checker ça. Ok, on va dire comme ça. Fait que là, la détermination de la valeur comptable d'un brevet. Fait que là, dans le fond, un brevet, j'imagine que tu le sais, ou du moins, je dois en avoir parlé, que dans le fond, les brevets, c'est des actifs de long terme qui sont incorporels. C'est pas quelque chose qui est tangible. Fait que c'est ça. Fait que c'est un actif non courant. Quoi? Quoi? Ah, ok. Ok, c'est bon. Je sais pas sûr. Ok. C'est. Ouais, un brevet. Fait que le 2 janvier 2008, la société Opportune a acquis au coût de 600 000 un brevet de la société intellectuelle qui est prête à être utilisée. Prête à être utilisée, fait que ça veut dire on commence à amortir à partir de ce moment-là. Si c'est amortissable. Parce qu'il y a des actifs, dans le fond, incorporels qui sont amortissables, puis il y en a qui sont pas amortissables. Ça va dépendre. Est-ce qu'il y a une durée de vie parce que si, mettons, le brevet, tu peux l'utiliser à l'infini. Il n'y a pas de durée de vie. La durée de vie est infinie, fait qu'il n'y a pas d'amortissement. Dans ce cas-là, je vois ici 76 mois, ça pop dans mon écran, mais c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a une durée de vie? S'il n'y a pas de durée de vie, on l'amortit. À chaque clôture, on ne va pas faire d'amortissement, mais... Ouais, il y aura le test de dépréciation quand même, tu as raison. Tu sais, avec le modèle du coût, dans le fond, les actifs non courants qui sont intangibles, les actifs incorporels, eux aussi, on utilise la méthode du coût ou le modèle de la réévaluation, mais là, cette session-ci, c'est juste le modèle du coût. Fait que dans le fond, avec le modèle du coût, à la clôture, il faut amortir, puis après, on check si on a des indices de dépréciation. Si oui, on fait le test. Fait que tu as raison. Exactement. C'est ça. Tu sais, comme mettons, ça c'est vraiment un détail. Là, ça sera pas l'examen de Joël, c'est beaucoup très très théorique. Mais dans le fond, tu sais, comme les IMO corporels, eux, dans le fond, on fait juste le test de dépréciation si on a des indices. Mais avec les IMO qui sont incorporels, qui sont pas amortissables, eux, on fait le test de dépréciation obligatoirement, même si on n'a pas d'indice.
Fait qu'eux, il y aura tout le temps le test de dépréciation à faire à chaque clôture s'ils sont pas amortissables. Mais en tout cas, c'est juste un détail. C'est vraiment juste pour te le dire. Fait que tu as raison. On va voir pour le test de dépréciation quand même à chaque clôture. Fait que là, prêt à être utilisé. Elle a aussi engagé des frais juridiques de 1000 $ pour réaliser l'opération. Fait que c'est un coût à l'acquisition. Exactement. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on capitalise ou non? Puis là, il faut se demander, est-ce que c'était un coût qui était nécessaire pour pouvoir faire soit l'achat ou obtenir l'actif pour l'amener à l'endroit puis dans l'état qu'on veut, c'est-à-dire l'acquérir. Puis là, ben oui, si on n'avait pas payé le 1000, on n'aurait pas pu obtenir le brevet. Fait que ça va faire augmenter son coût. Tu as raison, c'est capitalisable. Fait que là, ensuite, ça dit, au cours des mois qui ont suivi l'acquisition, l'équipe d'ingénieurs a apporté des améliorations à l'article breveté pour en maintenir l'originalité. Fait que là, ici, il faudra se demander, est-ce que c'est capitalisable ou non? Les coûts après l'acquisition, ils peuvent être capitalisés si c'est une amélioration. Fait que là, il faudra... Ici, je pense qu'il faut... Ouais, exactement. Fait qu'ici, c'est vraiment, est-ce que ça l'augmente comme l'utilité, la valeur, tout ça, ou ça fait juste maintenir le potentiel de service? Fait qu'ici, ça dit amélioration, mais il faut avoir une bémol, puis vérifier l'effet du cas si c'est effectivement une amélioration. Même s'il dit que c'est une amélioration, si c'est pas réellement une amélioration, ça sera en charge. Mais si c'est effectivement une amélioration, ben là, ça sera capitalisable. Fait que ça sera... mais là, l'énoncé est très court, fait qu'on n'aura pas beaucoup d'informations, mais normalement, j'aurais juste une bémol pour l'instant, puis je continuerai à lire. Mais tu as raison que c'est marqué, par contre, maintenir l'originalité et non augmenter l'originalité. Fait qu'ici, c'est pas une plus-value, c'est un maintien de value, fait que ce serait plus une charge d'entretien. Tu as raison. Techniquement. Mais on va lire le solutionnaire après, parce que là, il y a... C'est ça, il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est pas écrit spécifiquement, mettons. Parce que normalement, ça te dirait si c'est une amélioration, mettons, ça va augmenter, mettons, la durée de vie de 2 ans, ou ça va augmenter, mettons, les revenus qu'on va faire à chaque année, ou whatever. Ça nous prouverait que c'est une amélioration. Mais ici, ça fait juste dire que c'est une amélioration, mais ça fait juste maintenir l'originalité. Quand c'est le maintien du potentiel d'un actif, c'est une charge, normalement. Fait qu'on... Pour l'instant, j'ai une bémol. Les frais directs rattachés à ces améliorations, c'est 45 000. 45 000, est-ce que c'est en charge ou capitalisable? On va voir après. La commercialisation de l'article a commencé au début du mois de septembre 2008. Ah, ok, c'est ça, c'est parce que là, avant, ok, parce que là, avant que les améliorations soient engagées, il n'était pas exploité, dans le fond. C'est ça qu'ils me disent. Parce que là, c'est ça, tu le dis très bien, dans le fond, tu l'as bien résumé, c'est que c'était prêt, mais c'était pas utilisé encore, parce qu'il y avait des trucs qu'on voulait apporter, des améliorations, puis que c'est la commercialisation a débuté au mois de septembre 2008. Fait que, si on l'interprète, si on l'a bien interprété, ça reviendrait à dire que c'est à partir de cette date-là qu'on l'utilise. Puis qu'ici, c'était prêt à être utilisé. Ok. Fait que, ils nous ont mis des pièges. Mais en tout cas, on va continuer à lire. À la date de l'acquisition, la durée de vie légale restante du brevet était 76 mois. Parce que, dans le fond, techniquement, si on détient quelque chose qui est prêt à être utilisé, mais là, c'est sûr que c'est... on ne nous a pas dit du point de vue acquis. Mais techniquement, il faudrait se dire que c'est du point de vue de l'acheteur, que lui, il se dit que c'est prêt à être utilisé. Ouais, là, c'est subjectif, là. Ouais. Là, on pousse un petit peu, c'est l'énoncé qui est très très bref, là. Mais écoute, c'est sûr que je pense qu'il faudrait même pas aller jusqu'à cette analyse, j'attends. Parce que dans le fond, on va checker ce solutionnaire. Parce que dans le fond, techniquement, je vois ici.
c'est ça. Premièrement, première chose, c'est que tu as raison ici. Ça dit le mot amélioration, mais c'est pour maintenir les avantages économiques. Fait que là, ici, les coûts subséquents à l'acquisition, si c'est pour maintenir le potentiel de service, c'est une charge. Si c'est pour augmenter le potentiel de l'actif, c'est capitalisable. Fait que tu as raison, 45 000 en charge. Première chose, c'est ça. Deuxième chose, tu l'as dit toi aussi tantôt, on a payé 600 000 avec un 1000 $ de frais d'acquisition qui était nécessaire. Fait que le coût, c'est plus 600 000, c'est réellement 601 000 qu'on va amortir. Fait que deuxième chose, c'est ça. Puis là, maintenant, on veut savoir ça passait quand qu'on amortit. Fait que là, ici, ah ouais, ok. Ok, ah ouais, c'est... Fait que là, dans le fond, t'as raison. T'as raison, puis... Fait que là, ici, prêt à être utilisé. Ouais, 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 exactement. Mais ici, attends, ça dit... Récracher les simulations, c'est le 45 000, la commercial maximum au début du mois de septembre 2008. Ouais, exactement. Fait que c'est ça, t'as raison dans le fond dans ton interprétation, parce que c'est vraiment, ça dit prêt à être utilisé, mais nous, on ne veut pas l'utiliser dans cet état-là, on veut amener des améliorations avant. Fait que ça passait comme de septembre, que là, il est vraiment à l'endroit, puis dans l'état pour l'utiliser comme on voudrait. Puis c'est à ce moment-là qu'on commence à l'exploiter. Fait que ça passe à ce moment-là vraiment qu'on amortit. Fait que c'est un exercice qui mélange, mais en tout cas, c'est plus pour le dernier, pour ce point-là, parce que là, ça nous donne un piège un peu. Ça nous dit qu'il est prêt à être utilisé au 2 janvier, mais qu'on commence à l'exploiter en septembre 2008. Fait que c'est à quelle date? Fait que là, ils nous disent que c'est vraiment à partir du moment qu'il est utilisé effectivement, puis qu'il est prêt à être utilisé. Parce qu'ils nous ont dit prêt à être utilisé, mais c'est nous, on voulait mettre les améliorations en premier. Fait que c'est vraiment en septembre. Ouais, c'est ça. S'il n'y avait pas eu les améliorations, puis il avait commencé à exploiter au 2 janvier, là, oui. Mais là, c'est ça. Fait que là, ils veulent que... On sait qu'il y avait 76 mois de durée de vie au début de 2008, mais on commence à exploiter en septembre. Fait que là, les mois entre les deux dates sont perdus. Fait qu'on a perdu 8 mois. Fait que là, on a 68 mois qui restent. 68 mois. On a un coût de 601 000. Je sais pas si ça nous demande... En tout cas... Ah oui, c'est ça. Il nous demande la valeur comptable au 31 décembre 2008. Mais nous, on va faire aussi l'écriture pour l'amortissement. On va faire les deux. Fait que premièrement, 1er janvier... On va faire les écritures se pratiquer. 1er janvier 2008. Premièrement, on a acquis un brevet, ça s'en va à l'actif. Puis on a payé 601 000, 600 000 plus 1000 $ de frais juridiques. Fait que 601 000. Puis 601 000 crédits. Ça, c'est la première chose. Puis, on a eu des améliorations, mais c'était juste pour maintenir le potentiel et non augmenter les avantages économiques futurs. Fait que c'est une charge et non capitalisable. Fait qu'on avait charge, entretien et réparation. Puis on avait caisse de 45 000. Fait que ça, c'était au moment que ça a été engagé. Fait que durant l'exercice, 45 000. Puis là, on arrive à la clôture. Fait que là, je vais te faire participer. On arrive au 31 décembre 2008. Puis il faut comptabiliser la charge d'amortissement linéaire sur la durée qui s'est passée durant l'exercice. Fait que septembre, octobre, novembre, décembre. Il reste 4 mois à l'exercice. Il y aura 4 mois d'amortissement pour 2008. Fait que qu'est-ce que tu ferais comme calcul pour savoir c'est quoi l'amortissement linéaire de 2008? Mais dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'on commence à amortir en septembre 2008. Fait que
Dans le fond, en 2008, on a amorti le brevet. On l'a utilisé pendant 4 mois, dans le fond. Fait qu'on va l'amortir pour les 4 mois d'utilisation. Fait que, fait que là, on va faire le calcul. Pour ça, c'est quoi l'écriture? Parce qu'eux nous demandent c'est quoi la valeur comptable au 31 décembre. Nous, on va faire l'écriture d'amortissement, puis on va savoir c'est quoi la valeur comptable après l'écriture d'amortissement. Divisé par 168 mois. Parfait. Fait que là, dans le fond, il n'y avait pas de valeur résiduelle. Fait que c'est bien 601 000 moins 0. On ferme la parenthèse, divisé par 168. Fait que ça donnerait... Tu me dis combien, excuse-moi? 2946. Parfait. Fait que c'est... divisé par 168 mois fois, il s'en est passé 4. Attends, 601 000 divisé par 68 mois. Ah, puis là, tu as fait x4 sur 12. Ah, attention. Parce que là, dans le fond, ici, si on divise par 68 mois, ouais. Fait que si, mettons, on l'écrit textuellement, dans le fond, amortissement par mois. Fait qu'ici, ouais, ici, c'est... faut faire attention. Mais je comprends ton réflexe. Tu as fait comme si c'était, mettons, l'amortissement par année, puis tu as fait x4 sur 12. Mais sauf que là, le résultat que ça nous donne, la formule, c'est vraiment par mois. Fait que là, on se demande, on a par mois, puis il s'est passé 4 mois. Fait que ça serait x4, fois 60, ici, divisé par 68. Fait que ça, c'est l'amortissement par mois, 601 000 divisé par 68 mois de durée de vie. Puis là, il s'est passé 4 mois en 2008. Fait que c'est l'amortissement par mois fois 4 dans le fond. Fait que 35 000. Fait que 35 353. Ici, puis ici. Fait que là, maintenant, l'énoncé, ça nous demande, ce serait quoi la valeur comptable au 31 décembre 2008, mais la valeur comptable après amortissement, tu ferais quoi pour savoir c'est quoi la valeur comptable du brevet après amortissement au 31 décembre 2008? Ouais, exactement. Fait que dans le fond, c'est... Je vais voir le solutionnaire, il présente comme ça aussi, parfait. Fait que c'est ça dans le fond. La valeur comptable, ils disent au 31 décembre, mais ils veulent qu'on ait le réflexe de calculer l'amortissement avant. C'est un réflexe que le comptable doit toujours avoir, même s'ils ne nous le disent pas à nous, il faut le savoir. Fait que c'est la valeur comptable après amortissement. Fait que le montant ici, ça nous donne la valeur comptable à la clôture. Exactement. Puis là, techniquement, avec le modèle du coût, si on avait des indices de dépréciation, on ferait un test de dépréciation après l'écriture d'amortissement. Mais ici, on n'a pas d'indice de dépréciation dans l'écriture, dans l'énoncé. Fait qu'on ne fait pas un test de dépréciation. Ça finit là pour 2008. Pour ça, tu comprenais bien. Ouais. À l'exploiter, ouais, c'est ça. Parce que là, on l'a acquis, mais on l'a pas exploité à partir de l'acquisition. On a commencé vraiment en septembre 2008 à l'exploiter. Fait que c'est en septembre qu'on commence à amortir. Fait que pour ça, t'es sûr que c'est bon? T'as pas de questions? Ok, parfait. Ok, fait que ça ici... Non, c'est ça. Moi, je t'arrête de regarder, puis c'est ça que je voulais te dire, justement. Ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment... Ça, c'est trop avancé pour le cours de GL, il va pas vous demander ça. Mais, comme juste pour t'expliquer, dans le fond, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est parce que, dans le fond, l'exercice qu'on vient de faire... Excuse-moi, j'ai accroché. L'exercice qu'on vient de faire précédent, c'était une situation qu'on achète... On achète un actif incorporel. Fait que dans le fond, quand on ajoute un actif incorporel à l'acquisition, fait qu'ici, c'était, mettons, janvier X8.
la valeur qu'on donne à l'actif, actif incorporel qu'on achète, c'est tous les coûts pour amener à l'endroit puis dans l'état, puis que c'est nécessaire. Fait que le coût de transaction de 1000$ qui est inclus. Fait qu'on a l'actif qu'on paye. Avec tous les coûts pour amener à l'endroit puis dans l'état. Fait que c'est 601 000 ici comme ça. Puis là, c'est amortissable à chaque 31 décembre, on fait l'amortissement puis un test de dépréciation sur des indices. Puis quand c'est un actif incorporel, mais qu'on développe à l'interne, que c'est nous qu'on le développe avec... on engage des coûts de recherche puis tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les actifs incorporels développés à l'interne? Puis ça, je pense vraiment pas que c'est sujet à examen avec Joël, mais en tout cas, c'est important quand même. Fait que je te l'explique rapidement. Développer à l'interne. C'est ça que dans le fond, le E10 y est, exactement sûr. C'est ça le sujet. C'est des actifs incorporels développés à l'interne. Fait que là, dans le fond, on va engager des coûts, notre actif incorporel développé à l'interne. Puis on veut savoir, est-ce qu'on les capitalise dans l'actif actif incorporel en développement dans notre bilan, ou on les envoie en charge? C'est ça la question, dans le fond. Fait que là, dans le... Ah, ok, t'as bien compris. T'as compris, dans le fond. C'est ça la norme sur les actifs incorporels. IAS 36, ça parle. 36 ou 38? En tout cas, je suis plus sûr. Je pense que c'est 38. Mais la norme sur les actifs incorporels, elle dit, pour ceux qui sont développés à l'interne, c'est que tu as deux phases. La phase de recherche, fait que tu as les frais de recherche, comme tu disais, puis la phase de développement, fait que les coûts de frais de développement. Puis, ça se peut qu'à l'examen de Joël, ils vous le disent, ça c'est les coûts durant la phase de développement ou whatever. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il enseigne vraiment, mais je penserais pas que... Je pense pas qu'il va aller comme dans les critères ici pour savoir c'est quelle phase. Mais dans le fond, la norme, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que pour savoir si c'est des coûts liés à la phase de recherche ou liés à la phase de développement, il faut que tous les critères pour que ce soit la phase de développement soient atteints simultanément. Puis si oui, tous les coûts qui sont engagés à partir de cette date-là jusqu'au futur, ils s'en vont à l'actif. Puis tous les coûts qui avaient été engagés avant cette période-là, ça veut dire que c'est des coûts de la phase de recherche. La phase de recherche précède celle de développement. Fait que ce serait des coûts qui seraient en charge. Fait qu'on veut savoir c'est à partir de quelle date que la phase de développement commence. Puis à partir de ce moment-là, tous les coûts futurs, ils s'en vont à l'actif. Puis ceux avant cette phase-là, ils s'en vont en charge. C'est ça pour les actifs développés à l'interne. Mais tu l'as déjà... C'est ça que tu m'as expliqué tantôt, tu l'as bien compris. Fait que c'est ça, dans le fond, plus... Fait que ça, Joël, il vous en a parlé. Ouais. Ok. Ouais, parce que moi, quand j'ai fait le cours avec Joël, c'est pas quelque chose qu'il avait vraiment montré, dans le fond. Ouais, c'est inquiétant. Parce que Joël, il aime pas beaucoup la théorie, mais je sais que peut-être la coordonnatrice a lui mis un peu de pression. Je sais pas. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais peu importe. Fait que dans le fond, qu'est-ce que ça me dit ici? Ah non, c'est sûr. C'est ça, exactement. Fait que là, dans le fond, tu vois, frais de développement différé, c'est les coûts de l'actif, dans le fond. Fait que ça, c'est un actif. Fait que frais de développement, ça, c'est à l'actif. Puis frais de recherche et de développement, ça, c'est une charge. Puis là, dans le fond, on l'a mis au crédit, frais de recherche, parce que là, ça me dit, l'exercice, c'est de corriger le travail qu'ils ont fait en 2002. Puis eux, au 31 décembre 2002, ils ont tout mis en charge, dans le fond. Puis de ce total-là, on voit qu'il y a une partie qu'elle ne doit pas être envoyée en charge, être envoyée à l'actif. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que là, ici, conception. Fait que quand on conçoit des choses, on fait de la recherche. On est en train de développer quelque chose, on veut développer un modèle ou quelque chose qu'on va pouvoir développer par la suite. Fait que là, quand on conçoit, on fait de la recherche. Fait que ça, c'est en charge. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut regarder les autres trucs avant de pouvoir conclure. C'est que, premièrement, il y a au minimum 88% du 2 millions qui doit être des charges.
Fait que là, on continue à regarder les autres critères. Fait que construction, quand on construit, c'est qu'on a déjà un modèle qui a été qu'on a trouvé par la recherche dans le passé, puis que on le développe. Fait que là, on est vraiment dans la phase du développement ici. Puis, techniquement, on va lire ici l'énoncé, pas la solution. Le travail à faire, ça dit qu'il y a 6 conditions pour que la phase de développement soit atteinte. Fait que c'est comme pour les actifs non courants destinés en vue de la vente, c'est le même nombre. Fait qu'il y a 6 critères pour dire si c'est un actif non courant destiné en vue de la vente. Puis pour cette norme-là, il y a 6 critères pour dire que la phase de développement est atteinte. Fait que le nombre 6, il revient encore une fois. Mais je pense pas que Joël il va mettre l'emphase sur les 6 critères. Il ne les avait pas appris. Fait que peut-être que lui, il irait plus avec un énoncé comme ça ici. Fait que la construction, oui, c'est développement, c'est actif. Ouais, c'est ça, prototype. Fait que là, quand on a déjà un prototype, si ce serait, mettons, on fait de la recherche pour concevoir un prototype qu'on pourra développer un certain modèle, ben là, ce serait recherche, mais là, oui, quand on essaye, quand on fait de la construction, quand on est dans le concret, là, on est dans le développement, mais quand on n'a rien, quand on conçoit des procédés, c'est de la recherche. Puis dans le fond, la logique, c'est que conception de nouveaux procédés, c'est en charge. Pourquoi? Parce que c'est les coûts qu'on engage, c'est pas sûr qu'on va tomber sur un prototype intéressant qui va nous permettre d'être rentable. Ça se peut qu'on fasse de la conception de nouveaux procédés, puis on aboutit sur aucun procédé qui vaut la peine d'être développé, puis que finalement, tous ces coûts-là, ça s'envoie en charge. Parce qu'un actif, c'est quelque chose qui va nous rapporter de la valeur. Fait que quand on conçoit les procédés, on n'est pas sûr encore si ça va aboutir sur quelque chose de concret. Fait qu'on n'est pas sûr si ça va nous amener de la valeur. Fait qu'un actif, c'est de la valeur future. Fait qu'on ne le met pas en actif, on le met en charge. On n'est pas sûr que ces coûts-là vont être rentabilisés. Les frais de recherche, on ne sait jamais si on va aboutir sur quelque chose qu'on pourra développer. Fait que les frais de recherche en charge. Puis quand on est certain, on a développé un prototype, puis là, on le développe pour pouvoir en vendre ou l'utiliser, whatever. On met en utilisation à profit qu'est-ce qu'on a recherché. Mais là, c'est du développement, c'est de l'actif, les coûts. Ouais. Fait que c'est vraiment ça la distinction à faire pour quand c'est un actif incorporel développé par nous-mêmes. Est-ce que les coûts, ben, c'est un coût qui, durant la phase qu'on recherche quelque chose d'intéressant, ou c'est un coût qu'on a déjà trouvé quelque chose d'intéressant, puis on le développe actif. C'est ça vraiment la distinction à faire. Puis là, dans le fond, c'est ça qu'il fallait faire dans l'exercice. On a 2 millions au total d'actifs, pas d'actifs, que eux, ils ont mis en charge, frais de recherche, qui ont mis en charge dans le compte frais de recherche. Ils ont mis 2 millions, mais dans le fond, dans ce 2 millions-là, finalement, il y avait 12% que c'était des coûts de la phase de développement, fait qu'ils devaient aller à l'actif. Fait qu'on fait 2 millions fois 12%, ça représente quoi? Ben, ça représente 240 000. Fait que 240 000 qu'on met à l'actif, puis on diminue le montant qu'on passe en charge du même montant. Fait que ça fait diminuer les charges de 240 000 aussi. Fait que c'est pas mal ça, dans le fond, le E10. Fait que c'était pas si pire. Ça ne nous a pas demandé d'analyser les 6 critères de la norme. C'est juste avec la logique qu'on sait que ça serait la recherche du développement. Fait que c'est ça, c'est pas trop... De toute façon, Joël, c'est sûr qu'il ne vous demanderait pas les 6 critères, mais ça se pourrait qu'il pouvait juste vous dire, mettons, ces coûts-là, conception, construction, essai, puis que ce soit à vous de savoir si c'est la phase recherche ou développement. Ça se pourrait. OK, les marques de service. Là, ça dit... On va aller voir le travail à faire. Fait que là, enregistrer toutes les écritures de 2002. OK, fait qu'on va faire les écritures. Ouais. Ouais, je pense ça aussi. Ouais, moi aussi, ça me ferait du bien. Parfait. OK. Fait qu'on... Ouais, ça marche. OK, parfait. Puis... on avait commencé, je pense, vers 2h30 ou 45 environ. OK, parfait. Ouais, OK, environ, peu importe. OK, fait que dans le fond, ici, ça dit... devant le succès d'une campagne de publicité amorcée en 2001, on a décidé d'enregistrer la marque de service créée par les concepteurs publicitaires. Voici quelques renseignements supplémentaires. Fait que marque de service, actif incorporel.
Fait que les activités, là, il faut faire les écritures de 2002. Fait que, en 2001, conception de la campagne publicitaire. Fait que nous, on n'a pas d'écriture à faire pour ça, mais eux... C'est ça, ils l'ont pas comptabilisé, ça. Exactement, ouais. Je vois, fait que là, ils ont fait... Ok. Ouais, exactement. Oui, exactement. Ouais, attends, là, je suis de l'énoncer pour être sûr que j'avais bien compris, mais oui, c'est exactement le raisonnement que moi aussi j'aurais eu. Fait que là, les 600 000, premièrement, publicité, oui, c'est des charges. Dans le fond, il y a deux choses qui sont toujours des publicités. C'est euh, les frais de formation, ça, c'est tout le temps des charges. Puis, ben, les publicités, le marketing, tout ça, ça aussi, c'est pas des actifs, ça va être des charges. Fait que, dans le fond, là, c'est ça. Nous, on paye de l'argent pour recevoir de la publicité. Fait qu'on a une charge engagée en 2001. Celle-là, on ne la comptabilise pas. Mais si on voudrait le faire, ce serait charge débit publicité 45 000 puis crédit caisse 45 000. Puis là, maintenant, de septembre à décembre 2001, ça dit publicité faite dans les journaux, blablabla, faire connaître la nouvelle marque. Encore une fois, une charge. Ensuite, ça dit, là, on commence à être en 2002, poursuite de la campagne de publicité lancée en 2001. Fait que là, payé comptant, fait que crédit caisse 600 000. Fait que là, de janvier à décembre 2002. Fait que là, on n'a pas une date spécifique, on va écrire juste 1er janvier 2002. L'important, c'est vraiment de prendre une date qui est durant cette période-là, parce qu'on veut que la charge soit imputée au bon exercice. Fait que 1er janvier 2002 ou durant 2002, whatever, on a premièrement 600 000 de charges de publicité. Fait que charge publicité crédit caisse 600 000. Puis là, ensuite, 2. Enregistrement de la marque de service, y compris les frais juridiques afférents. Fait que, dans le fond, une marque de service, une marque, c'est un actif incorporel, c'est de la valeur. Fait que c'est pas une charge, c'est un actif ici. On a une marque de service qu'on enregistre, puis sur lesquels on a un contrôle qui nous appartient, c'est un actif. Fait que 2 janvier 2002. Fait que là, on a 10 000 qui inclut les frais juridiques. Fait que c'est capitalisable à l'acquisition de l'actif. Fait que 10 000 au complet en actif, marque de service. Puis crédit caisse, 10 000. Fait qu'ici, c'était actif. 10 000. Puis là, ensuite, tous les frais afférents à la publicité, 165 000 pour l'exercice terminé le 31 décembre, ont été ajustés imputés au résultat de l'exercice. Ça, j'avais déjà assumé que c'était le cas. Fait que les deux montants ici en charge de publicité de 2001. Puis deuxième point, ça dit au 31 décembre 2002, l'entreprise prévoit qu'elle continuera à utiliser la marque de service pendant encore 3 ans. Ouais, amortissement. Fait que là, c'est un actif incorporel amortissable sur 3 ans. On n'a pas de valeur résiduelle. Fait que l'amortissement linéaire, c'est... Dans le fond, je vais te laisser le faire. Fait que dans le fond, la formule, premièrement, c'est valeur comptable moins valeur résiduelle divisé par durée utilité, durée de vie utile. Fait que... Non, moi, mon examen, c'était uniquement l'amortissement linéaire. Mais c'est sûr que là, vous n'avez pas le modèle de la réévaluation. Fait que peut-être qu'il va mettre l'amortissement dégressif ou fondé. Moi, c'est sûr que c'est une des 3 méthodes, mais l'amortissement linéaire, c'est quasiment certain qu'il va être questionné.
Mais sinon, les deux autres méthodes, je te dirais d'être à l'aise avec. Vu que il n'y aura pas le modèle de la réévaluation, il va peut-être rajouter ça. Vu que sinon, il n'y aura peut-être pas assez de contenu pour évaluer. Ouais, je te dirais que c'est important. C'est ça. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est un piège. Pourquoi? Parce que, parce que dans le fond, ça nous dit qu'il nous reste 3 ans à partir de la fin de l'année. Sauf qu'on l'a utilisé pendant toute l'année. Fait que quand on l'a acquis, du point de vue du moment qu'on l'a acquis, c'était 10 000 de coût, puis qu'on avait une durée d'utilité de 4 ans. Fait que là, ici, ils nous donnent un peu un piège, parce qu'ils nous disent que après un an, il reste 3 ans. OK? Mais nous, on voulait savoir il y avait combien de temps de durée de vie au moment que je l'ai acheté. Ben, il y avait 4 ans, il n'y avait pas 3 ans. Fait que oui, tu as raison. Selon moi, c'est un piège. Fait que tu ferais quoi? Parfait. Fait que ça ferait... Amortissement. Amortissement. Cumulé. 2500. 2500. Parce que ça me dit, il reste 3 ans à partir du 31 décembre 2002. Ça veut dire qu'il restera l'écriture du 31 décembre 2003, 2004, 2005. Ça veut dire qu'il y a vraiment 1, 2, 3, 4 années d'utilité. Fait que c'est divisé par 4. Selon moi, je vais aller voir la solution. Exactement, 2500. Fait que tu as bien vu, c'est un piège. Il nous dit la durée d'utilité à partir de la fin de l'année. Mais nous, on veut la durée d'utilité à partir du moment qu'on amortit. On commence à amortir à partir du début de l'exercice du 2 janvier. Fait que c'est vraiment... il y avait 4 ans au 2 janvier et non 3 ans. Exactement. Exactement. Puis si, mettons, si la question, c'est, mettons, ça fait 3 ans, puis là, il reste, mettons, si mettons, t'es déjà, ça fait plusieurs années, puis tout, mais tu demanderais la valeur comptable en ce moment, c'est quoi la durée d'utilité restante en ce moment? Ouais, ça reviendrait au même, parce que dans le fond, si on calcule à partir de la fin de l'exercice 2002, l'amortissement, mais on se dit c'est quoi la valeur comptable à la fin de l'année? C'est 10 000 moins 2500. Divisé par, il reste combien d'années de vie utile? Ben, à la fin de l'année, il en reste 3. Fait que 7500 divisé par 3, ça donne 2500 aussi. Fait que, ouais, mais on veut toujours savoir c'est quoi la durée de vie au moment qu'on commence à l'utiliser. Mais ça se peut que ça soit, il donne l'amortissement, puis il s'est déjà passé plusieurs exercices, ben à ce moment-là, tu prends la valeur comptable ajustée, puis la durée de vie ajustée. À partir du moment que tu calcules. S'il demande l'amortissement linéaire, puis là, ça fait déjà plusieurs années qu'on l'a, l'actif, mais tu demanderais au moment qu'il demande le calcul, c'est quoi la valeur comptable aujourd'hui, c'est quoi la durée d'utilité restante aujourd'hui, puis ça donnerait le même résultat que si tu avais calculé du point de vue du début que tu l'as acquis, que tu as commencé à l'utiliser, parce que l'amortissement linéaire, c'est pareil à chaque année. Right? Ouais, moi je te dis le truc, c'est le point de vue. C'est à quelle date que tu calcules l'amortissement. Fait que là, nous, dans le fond, on l'a acquis le 2 janvier. On arrive au 31 décembre de cet exercice-là. On dit c'est quoi l'amortissement linéaire? Ben, je l'ai acquis au 2 janvier. Au 2 janvier, j'avais la valeur comptable à cette date-là de 10 000. À cette date-là, j'avais également... Parce que dans le fond, il faut que la valeur comptable et la durée d'utilité soient pour la même date. Si tu prends la valeur comptable, si mettons je ne l'aurais pas pris au 1er janvier la valeur comptable, mais au 31 décembre, ça va donner le même résultat. Il faut juste que je mette la valeur comptable ajustée et la durée ajustée. Si mettons je prouve, c'est que mettons si je le calcule avec le 1er janvier, disons, j'avais une valeur comptable de 10 000, j'avais une durée de 4 ans, j'avais pas de valeur résiduelle, fait que c'était 2500 par année, la division.
Mais si je calcule à partir du 31 décembre, ça va fonctionner aussi. Il faut juste prendre la valeur comptable ajustée et la durée ajustée. Fait que j'avais une valeur comptable au 31 décembre de 7500, compte tenu du fait qu'au 31 décembre, il faut que je calcule l'amortissement en premier. Fait qu'après l'amortissement, j'avais 7500. Pour cette même date-là, c'est quoi la durée ajustée? Ben, il reste 1 an de moins, c'est passé 1 an, fait que 3 ans. Fait que la valeur comptable de cette journée-là, divisée par la durée qui reste, ça donne 2500 aussi. Fait que dans les deux cas, ça nous permet de savoir c'est quoi l'amortissement linéaire. Puis l'amortissement linéaire, c'est un montant qui est pareil chaque année. Mais a priori, ces réflexes que tu vas avoir, c'est à partir du moment où tu commences à l'utiliser, c'est quoi la valeur comptable à ce moment-là, puis la durée qui restait à ce moment-là. Ça, c'est a priori. Ouais, fait que c'est les réflexes que tu devrais avoir. Fait que ça, c'était pas mal pour... dans le fond, ça conclut l'exercice. C'était vraiment savoir ce que c'est une charge, un actif incorporel, puis comment l'amortir. C'était pas mal juste ça. Fait que si tu veux, on peut aller prendre la pause, puis... Ouais, parfait, ça marche.